Voilà. Alors, pour ceux qui étaient présents, est-ce qu'il y en a qui arrivent tout juste ce soir? Oui, quelques personnes. Parfait. Alors, bienvenue. C'est une conférence qui s'intitule « Mieux comprendre le cerveau » ou « Mieux comprendre la plasticité du cerveau pour mieux enseigner ». Mon nom est Geneviève Allaire-Duquette et je suis chercheuse postdoctorale à l'Université de Tel Aviv, mais également chargée d'enseignement à l'Université du Québec à Montréal. Et je vais donc vous présenter une version plus en profondeur que ce qui a été vu ce matin. Pour ceux qui étaient là à la séance de ce matin, pour ceux qui viennent d'arriver, vous n'avez rien manqué en fait, parce que je vais y revenir. Donc, d'abord, on termine souvent par les remerciements, mais personne ne regarde la diapositive et je tenais vraiment à remercier les gens de qui j'ai volé des idées. Alors, vous avez peut-être, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu une conférence de Steve Masson, qui est professeur à l'Université du Québec à Montréal? Jeanne. Donc, Steve Masson, professeur de neuroéducation. Si les thèmes que j'aborde aujourd'hui vous intéressent, je vous conseille fortement le site de son laboratoire ainsi que sa chaîne YouTube. Donc, mon ancien directeur de thèse, Martin Riopel, qui se passe de présentation, qui est donc le titulaire de la chaire en innovation pédagogique ici. Et j'ai volé également des idées de Daniel Willingham, qui est professeur à l'Université de Virginie, qui est très critique à l'égard des neurosciences et de leur lien en éducation. Alors, je lui dois mon sens critique et j'espère que je lui fais honneur. Voilà. Et je vous remercie bien sûr à vous tous. Je n'avais pas vos photos, mais sinon, je les aurais placées ici. Alors, on peut se demander, vous enseignez probablement, ou vous avez déjà enseigné en fait, comme enseignant-chercheur dans une université, et vous vous dites, à quoi ça me sert de comprendre la plasticité du cerveau? À quoi ça me sert de comprendre un neurone si moi j'enseigne à un groupe d'étudiants? Un neurone, c'est très, très loin, c'est un niveau d'analyse complètement différent. Est-ce que vraiment il y a une pertinence à le faire? Et moi, je vais vous dire 95% du temps, non, mais je vais essayer, en fait, je vous sauve beaucoup de travail de triage de la littérature pour essayer de vous faire ressortir ce qui est le plus pertinent et voici ma méthode de raisonnement. Si je demande à quelqu'un de tirer, donc vous appelez ça le souk à la corde ici aussi? Non? Tire à la corde? Bon, vous avez tous parlé en même temps, je n'ai pas trop compris, mais en tout cas, vous voyez ce que... Tire à la corde, OK. Je demande à quelqu'un de tirer au tir à la corde et puis il va tirer assez fort, d'une certaine force. Maintenant, je place cette même personne en équipe. Qu'est-ce qui va arriver à la force déployée par cette personne pour tirer sur la corde? Est-ce qu'elle va augmenter? Levez la main. Est-ce qu'elle va diminuer? Donc, augmenter, elle va diminuer une personne et les autres, vous êtes complètement confus. Vous n'avez aucune idée. Je comprends. La journée termine, mais allez. OK? Donc, la réponse, c'est la personne va déployer moins de force. OK? Donc, premier exemple. Deuxième exemple, si cette coureuse fait un parcours, une journée, un nouveau parcours, elle trouve ça complètement épuisant, mais elle le fait avec un certain temps, disons 1 heure. Et le lendemain, elle refait ce nouveau parcours. Bon, ça n'a pas l'air du même parcours, mais supposez-vous que c'est le même environnement. Elle le fait avec 3 amis. Et cette fois-là, ça lui paraît beaucoup moins difficile. Elle le fait même plus rapidement. Ce que je veux vous dire ici, c'est que connaître un niveau d'analyse, le niveau individuel, ne nous permet pas d'inférer nécessairement quelque chose au niveau suivant. De connaître comment un être humain tire sur une corde seul, ça ne nous dit pas comment il va tirer quand il va être en groupe. Alors, bien sûr, j'applique la même logique dans le cadre des neurosciences. Connaître le neurone ne nous aide pas à connaître l'individu, l'apprenant et même notre auditorium ou notre amphithéâtre. Un exemple de ce... Et je vous montre un exemple de piège, parce que je pense que c'est important d'avoir des mécanismes de défense quand on parle de neurosciences en éducation, parce que dans votre carrière, vous allez probablement rencontrer ce genre de connaissances-là. Donc, les neurosciences s'intéressent aux neurones, aux réseaux de neurones, aux régions cérébrales et aux réseaux cérébraux. Alors que l'éducation s'intéresse aux processus cognitifs, à la pensée de l'étudiant, que je traduis librement, donc c'est mind, à la classe, à l'institution, au district, etc., etc. Le travail qui est vraiment difficile à faire, c'est celui de passer de réseaux cérébraux à processus cognitifs, et éventuellement à pensée de l'étudiant, à la classe, etc., etc. Donc, si vous rencontrez des connaissances en neurosciences qui ne font pas ce passage-là, c'est-à-dire qu'ils vont aller directement, par exemple, des neurones, pour vous dire que, en connaissant les neurones, je vais vous dire maintenant qu'est-ce que ça veut dire pour la pensée de l'étudiant, qu'est-ce que ça veut dire pour la classe. Ça veut dire qu'il y a un raccourci qui est fait. Et je vous en donne un exemple de ce piège-là. Dans un livre, j'aurais peut-être dû... dans ce livre-là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le cortex frontal, c'est la région du cerveau qui, pas mûrit, mais qui, se développe
c'est pas un fruit, qui se développe le plus lentement. Ça se développe très, très lentement, ça prend jusqu'à 18-21 ans. Alors, c'est pour ça que, et chez les filles, ça se développe moins lentement, c'est-à-dire un peu plus rapidement. C'est pour ça que les filles sont angéliques et disciplinées, alors que les garçons sont impulsifs. C'est le genre de connaissance en neurosciences qui est diffusé aux gens en éducation. Maintenant, il y a où le problème ici? Pardon? Le problème, c'est que, d'abord, c'est un neuromythe sexiste, hein, parce que ça attribue des caractères en fonction du sexe sans être basé. Mais ce que l'auteur ne mentionne pas, c'est que le cortex frontal, ce n'est pas que associé à l'inhibition. Pardon, je voulais dire impulsivité. Donc, ce n'est pas que associé à l'impulsivité, c'est aussi associé au langage, au système de récompense, à la planification. Donc, le fait de passer directement d'une région cérébrale à la pensée de l'enfant ou à son tempérament, c'est un saut qui est beaucoup trop haut. Okay? Donc, dès qu'on passe d'un niveau d'analyse, en fait, dès qu'on saute des niveaux d'analyse, vous devriez tout de suite avoir le réflexe de vous demander, est-ce que l'auteur fait ça parce que, justement, la connaissance ne se transpose pas? Alors, voici ma mise en garde. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Donc, les techniques d'imagerie cérébrale se sont énormément démocratisées dans les dernières années. Vous connaissez tous l'IRM, F pour fonctionnel. Hein. Donc, l'IRM nous permet d'obtenir une foule d'images du cerveau. Ça permet d'obtenir une image de la structure du cerveau. Ça nous permet d'obtenir une image de son activité. On peut voir le cerveau en activité pendant qu'un apprenant, pendant qu'un élève, pendant qu'un étudiant résout une tâche en mathématiques, résout une tâche en langue, résout une tâche en sciences. Okay? Donc, ça permet de voir le cerveau en action de par son activité, par sa structure, mais aussi on peut même voir la connectivité du cerveau. On peut savoir à quel point certaines régions sont connectées. Donc, c'est un appareil très versatile, jugé non invasif. Donc, ça a vraiment mené à une explosion des connaissances en neurosciences cognitives, d'où l'intérêt de traduire ou de mobiliser ces connaissances-là en éducation. Et je disais à la blague ce matin, bon, je ne le dirai pas parce que là, tout le monde essaie de trouver mon âge. Mais donc, j'aime penser que l'appareil, en fait, est né l'année de ma naissance et que c'est pour ça que je suis fort intéressée par tout ce domaine-là. On a donc le même âge, l'IRM et moi. L'IRM, en fait, ce qui nous permet de voir, c'est ce premier niveau d'analyse-là, le plus fondamental, celui du neurone. Le cerveau n'est pas que fait de neurones, mais fait en grande partie de neurones. On parle en termes de millions. Combien de millions de neurones? 1 million. Vous avez le choix entre 1 million ou 85 000 millions. Voilà, 85 000 millions ou 85 milliards de neurones. Et chacun est relié à soit 1 ou 10 000 autres neurones. Chaque neurone est relié à soit 1 ou environ, en moyenne, bien sûr, 10 000 autres neurones. 1? 10 000? 10 000. Mais Nina, j'apprécie ta bravoure. C'est la seule qui a levé sa main pour 1. Donc, chaque neurone est relié à d'autres neurones par... Donc, les synapses, c'est l'espace entre les neurones, c'est comme ça qu'ils communiquent. Et ces neurones-là, donc, vont s'activer par un processus de réaction en chaîne. Ce n'est pas des unités qui travaillent de manière individuelle, au contraire. Elles vont passer l'influx nerveux. Et lorsqu'on apprend, qu'est-ce qui arrive? Bien, ces réseaux-là se reconnectent, déconnectent. Donc, ces connexions neuronales-là vont être comment on dit output? Le résultat, pardon? Le résultat hein, de l'apprentissage. Donc, c'est en se modifiant comme ça, ces connexions-là, qu'on apprend. J'ai fait 10 000 par... donc, voilà. Et on peut le voir en direct, c'est-à-dire en quelques minutes. Ici, ce n'est pas un neurone humain, c'est un neurone de souris, mais c'est visiblement le même concept. Hein. Je vous passe la vidéo. Donc, vous regardez des neurones qui, après 2 minutes de nouveaux stimuli visuels, donc juste des cercles de couleurs, on voit que les neurones se connectent. Vous avez vu? Rapidement? Oui? OK. Donc, c'est un phénomène qui se passe en direct, qui se passe dans vos classes. Apprendre, c'est physique et apprendre, c'est connecter des neurones. Okay?
C'est physique au sens où il y a des protéines qui s'accumulent dans le bout des dendrites pour aller vraiment rejoindre les autres neurones ou aller créer de nouvelles connexions. Cette première connaissance-là au niveau du neurone nous amène à une contrainte qui s'appelle l'activation répétée. Les neurones, il ne s'agit pas de les activer une seule fois pour que le réseau se fasse, il faut les activer de manière répétée, de manière simultanée, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le chemin que je vais faire avec vous, c'est le chemin que je vous propose, c'est-à-dire on ne passera pas du neurone à la salle de classe, on va aller derrière chaque niveau. Donc, la première recherche qui a démontré cette idée, avec un IRM, en fait avec l'imagerie cérébrale, parce que l'idée avait déjà été avancée, c'est une recherche sur la jonglerie. On a donc demandé à des gens qui ne savaient pas jongler. Est-ce qu'il y en a ici qui ne savent pas jongler? Bon, donc c'est pas trop difficile de recruter des non-jongleurs. On les a recrutés, et qu'est-ce qu'on leur a demandé de faire? Bien, on leur a demandé d'apprendre à jongler. Et on les a passés dans un appareil d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. On a observé un changement dans la matière grise de ces participants-là. On a observé une augmentation du volume de matière grise. Et la matière grise, qu'est-ce que c'est? Bien, ce sont les corps cellulaires avec les dendrites. Et je vous disais tout à l'heure que les dendrites vont, donc lorsqu'on active les neurones, vont accumuler des protéines pour aller former des nouvelles connexions avec les neurones voisins. Donc, accumulation de matière grise veut dire augmentation du nombre de connexions. On a donc vu pour une des premières fois un changement dans le cerveau qui était mesurable assez facilement par l'imagerie et qui témoignait de l'effet de l'apprentissage. Ce changement-là, ce n'est pas fait n'importe où dans le cerveau, ce n'est pas fait partout dans le cerveau, il s'est fait dans la région temporale milieu, associée au mouvement complexe. Ce n'était pas une surprise, ce n'était pas la plus grande découverte de cette recherche-là. Ce qui était intéressant, c'est le graphique que vous voyez, en fait l'histogramme tout en bas. Bien, la variation est la suivante. Avant l'entraînement, les participants avaient un certain niveau de matière grise, avaient une certaine quantité, pardon. Après l'entraînement, après 3 mois, ça prend combien ça 3 mois pour apprendre à jongler, ça me semble un peu long, non? C'est long? Oui? C'est long jongler? OK. Avec combien? C'est avec 3 balles. Oui. Ouais. Et après 3 mois d'entraînement, ce qu'on a vu, donc, c'est une augmentation de la matière grise, augmentation des connexions dans une région associée au mouvement, au mouvement complexe. Moi, j'ai déjà essayé, c'est complexe, jongler. Je peux en témoigner. Je ne me suis pas rendue à accumuler de la matière grise. Je me suis arrêtée après. J'ai réussi à voir ce que je voulais, c'est-à-dire j'ai attiré l'attention de la personne à qui je voulais attirer l'attention. Ensuite, j'ai laissé tomber les balles. Et ça a bien été. Donc, après 3 mois d'entraînement, tout le monde jonglait. Et on leur a demandé, aux participants, arrêtez de jongler. Ne touchez plus aux balles. N'apprenez pas de nouveaux tours. Vous avez le droit de rien faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, la matière grise a diminué en volume, mais est-ce qu'elle a rediminué jusqu'au niveau de base? Elle n'a pas rediminué jusqu'au niveau de base. Pourtant, est-ce que les gens arrivaient toujours à jongler? Non. Hein? Ils n'avaient pas appris à jongler, mais dans leur cerveau, il semblait rester une trace de cet apprentissage-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui arriverait maintenant, aujourd'hui, c'est en 2004, donc 15 ans plus tard, on pourrait essayer de les retrouver. Il y a des bonnes chances que ça ait continué de rediminuer, mais peut-être pas au même rythme. Donc, quand vous apprenez, quand vous enseignez et quand vous-même vous apprenez, c'est ce genre de changement-là qu'on observe. 3 mois, ça ressemble à une vacance d'été. Donc, quand vous recevez vos étudiants à la rentrée, à l'automne, bien, vous pouvez vous attendre à ce que, si vous leur avez appris à faire un titrage acido-basique ou encore, qu'est-ce que vous leur apprenez à faire manuellement aux étudiants? Une migration d'ADN? Bien, tout ça, tous ces gestes-là qu'ils avaient appris à faire, il y a de fortes chances qu'ils aient plus la même efficacité cérébrale parce qu'ils ont nécessairement perdu un certain nombre de connexions. Donc, il ne faut pas se surprendre si on oublie. C'est tout à fait naturel, mais bien sûr, on veut l'éviter et on va parler au cours de la conférence ce soir de comment le faire. Et ce principe-là, le principe selon lequel les neurones qui s'activent ensemble, donc qui s'activent en apprenant, se connectent ensemble, eh bien, il avait déjà été anticipé par Donald Hebb bien avant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Donc, c'est connu depuis longtemps. On en a maintenant les preuves expérimentales. Donc, c'est vraiment la clé de cette première contrainte-là. J'ai organisé la présentation autour de 2 contraintes. C'est la première et il y en aura une deuxième. Les neurones qui s'activent ensemble
se connectent ensemble. Et c'est même plus précis que ça, cette contrainte, c'est les neurones qui s'activent ensemble de manière répétée se connectent ensemble. Parce qu'une seule activation, ce n'est pas suffisant. Par exemple, si on apprend un nouveau mot de vocabulaire, on aura les régions associées au décodage des mots qui vont s'associer aux régions associées au sens des mots. Donc, la partie insulaire ou la partie du lobe temporal qui est seule, bien, elle va se connecter aux régions associées au décodage des mots qui sont un peu plus haut du cervelet. Une analogie qui est souvent utilisée pour exprimer ou pour illustrer le principe des neurones qui se connectent ensemble, qui s'activent ensemble, se connectent ensemble, c'est l'analogie de la forêt. Si vous êtes déjà allé dans une forêt le moindrement aménagée, vous allez voir qu'il y a des sentiers qui sont très bien tapés, comme celui-là, ou je ne sais pas si vous dites battus, okay, des sentiers très accessibles. Et vous allez voir aussi des tout petits sentiers, non? Des sentiers que certains gens prennent, des sentiers des gens un peu plus aventureux, donc des sentiers avec différents niveaux d'accessibilité. Les réseaux de neurones, c'est un peu comme des sentiers dans une forêt, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont très, très faciles à emprunter, très, très connectés, des réseaux de neurones qui sont facilement navigables parce qu'ils ont été renforcés. Et il y a d'autres réseaux de neurones qui sont beaucoup moins accessibles, qui sont plus comme des sentiers où il y a encore de la broussaille. Et donc, si vous avez envie de partager ces connaissances-là avec vos propres étudiants, vos propres élèves, ça peut être utile de penser, par exemple, quand un élève est en train de travailler très fort, de la difficulté à se souvenir de la définition d'un mot, vous pourriez dire « Tu es dans le processus, ça va bien, ton sentier est peu battu, il reste à l'activer plusieurs fois, à marcher plusieurs fois par ce sentier-là pour le rendre facile à emprunter. » Donc, c'est normal d'oublier, c'est normal d'avoir de la difficulté. Et donc, pour apprendre, on disait au cours de cette semaine de formation que l'étudiant doit être actif. Et c'est le principe de Hebb respecte tout à fait ça. Et pour apprendre, le cerveau doit être actif. Et ce qu'on va voir dans ce qui suit, c'est qu'est-ce qu'on veut dire exactement quand on dit le cerveau est actif. Actif veut dire mobiliser les connexions neuronales. Et je vous pose une question. Le principe de Hebb, est-ce qu'il permet également d'expliquer en partie pourquoi certaines erreurs persistent et sont difficiles à corriger? On vient de voir que le principe de Hebb explique pourquoi il faut activer de manière répétée des réseaux de neurones. Il faut lire plusieurs fois et récupérer en mémoire plusieurs fois une définition. Mais est-ce que ça peut expliquer aussi pourquoi certaines erreurs sont vraiment difficiles à corriger? De la même façon qu'un élève qui a de la difficulté à se souvenir d'une définition ou à se souvenir d'une stratégie à employer pour résoudre un problème, on peut lui dire « ça va, tu es dans le processus, il s'agit de continuer, de tenter de récupérer en mémoire cette stratégie ». On peut lui dire aussi, quand il continue de faire la même erreur, « ça va, cette erreur-là, c'est un sentier très facile à emprunter et ton cerveau fait la bonne chose. Le cerveau prend les sentiers les plus mobilisés, les plus renforcés. Maintenant, il s'agit de renforcer l'autre réseau, l'autre stratégie qui est appropriée ici. » Donc, ça peut être intéressant, ça inscrit ou ça incite l'élève à se voir dans un processus. Donc, c'est exactement ce que tu disais, les erreurs persistantes, mais elles reposent sur des réseaux de neurones qui sont bien établis, qui ne se modifient pas facilement, pour toutes sortes de raisons, soit parce qu'on a... Est-ce que vous avez des étudiants parfois qui ont mal appris quelque chose? Non. C'est juste au Québec qu'on a ce problème-là. Ou c'est les enseignants de l'année précédente qui ont mal foutu les étudiants. OK? Oui? Ou est-ce que ces neurones bien établis, quand on actionne justement un autre passage pour qu'il soit bien fluide, est-ce que celui-ci qui ne sera plus emprunté, est-ce qu'il va vieillir et s'amoindrir? C'est ce qu'on espère. Si ce réseau-là n'est plus utilisé, effectivement, il va s'amoindrir. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs erreurs dont Patrice a parlé, des conceptions en sciences. Par exemple, le soleil est une boule de feu. C'est représenté dans plusieurs livres pour enfants, dans plusieurs dessins, dans plusieurs films d'animation, etc. Et donc, ça continue d'être renforcé. Alors, il y a des bonnes chances que quand on demande de quoi est fait le soleil, vous demanderez ça à des enfants, par exemple, ou à des étudiants de lycée, la première réponse qui vient souvent en tête, c'est une boule de feu, c'est fait de feu. La réponse réacteur nucléaire est beaucoup moins évidente ou beaucoup moins renforcée. Du moins, c'est un exemple qui est parlant pour nos cours secondaires. Le fait d'écrire « je les mange » avec « mange » M-A-N-G-E-S. C'est une erreur qui va continuer de persister. Pourquoi? Pourquoi « je les mange », ça continue de persister? Pourquoi? Parce qu'un lait, voilà, et on apprend quand c'est pluriel, quand il y a un déterminant pluriel devant un mot, on met un S. Alors, ça peut toujours revenir
ce genre d'erreur-là. Bien sûr, on espère qu'après un moment, on apprenne à gérer les deux réseaux, mais effectivement. Donc, c'est une très, très bonne question. Et donc, ce que je vous propose, c'est de voir les deux contraintes cérébrales de la façon suivante. Hein. Donc, l'activation répétée, la contrainte de la plasticité du cerveau, c'est que les neurones qui s'activent ensemble de façon répétée se connectent ensemble. Et une des incidences pédagogiques, c'est que pour mieux apprendre ou pour apprendre, les réseaux de neurones doivent être activés à plusieurs reprises. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de discuter avec vous de différentes approches pédagogiques qui sont envisageables, notamment planifier plusieurs moments d'activation, si on dit que c'est de manière répétée, de privilégier des approches actives et aussi de entraîner la récupération en mémoire. Allons voir ce que ça veut dire d'un point de vue pratique. Allons voir les recherches en psychologie et en éducation. Donc, une première recherche qui a été publiée, qui est une recension d'écrit Active Learning Increases Student Performance in Science, Engineering and Mathematics. Donc, ça a été fait au niveau supérieur. On a comparé, en fait, on a recensé des études qui comparent apprentissage actif versus apprentissage, on a dit ce matin, persuasif ou encore traditionnel, classique, magistral. Et on remarque que chez les enseignants qui intègrent une pédagogie active, on a en moyenne 12 % moins d'échecs. Okay? Je ne vous explique pas le graphique, mais si vous avez des questions, j'y reviendrai à la fin de la présentation. Donc, 12 % moins d'échecs, une vaste majorité de la centaine d'études qui montrent un effet positif, donc une diminution de l'échec, et quelques études seulement qui montrent une augmentation du taux d'échec. Donc, on voit que clairement, intégrer, et ces études-là étaient toutes menées au supérieur, comme je le disais, et intégraient des méthodes actives de différentes façons. Il y en a qui produisaient des vidéos, des blogs, il y en a qui demandaient aux étudiants de s'expliquer entre eux des concepts. Donc, c'est des méthodes très, très variées, mais il semble avoir une constante, c'est-à-dire que ça favorise l'apprentissage, peu importe la méthode choisie, en autant qu'il y ait récupération en mémoire, donc qu'il y ait activité, qu'il y ait connexion et donc des réseaux neuronaux. Une deuxième recherche, cette fois-ci, qui a testé l'effet du test. Je crois qu'ici, vous appelez ça plus quiz. Et ce qu'ils ont mis à l'essai, c'est 3 groupes. Un groupe où on ne permet pas aux étudiants d'avoir de quiz. On leur laisse étudier pendant 8 périodes et à la fin, on mesure leur performance à l'aide d'un examen, soit 2 tests, 6 périodes d'études, ou encore 4 tests et 4 périodes d'études. Donc, pour être bien clair, 4 périodes d'études, ça veut dire qu'on étudie 2 fois moins. Il n'y avait pas plus de temps dans un des groupes, c'était le même temps qui était réservé, mais qui était imparti soit seulement pour l'étude et 0 pour les tests, jusqu'au 3e groupe qui est l'inverse, mais pas qui est l'inverse, mais qui est moitié-moitié. Et sans surprise, si vous êtes maintenant familier avec le principe de Hebb, bien, les participants qui ont été testés ont eu des meilleures performances à l'examen, probablement parce qu'ils avaient pratiqué ce qui est requis à l'examen, c'est-à-dire de récupérer en mémoire avec un taux, en fait, c'est un examen qui était difficile apparemment, avec un taux de 39 %. C'est plus de 2 fois plus performant que les gens qui ont étudié seulement. Une recherche que j'aime bien parce qu'elle est beaucoup plus près de la pratique enseignante, c'est une recherche où on s'est intéressé « Effects of creating video-based modeling examples on learning and transfer ». Donc, on s'est intéressé en fait, elle date de 2014, mais elle a été reproduite depuis. On a demandé aux étudiants de lire un texte, ce qui est très, très, j'imagine, demandé dans vos cours. Il faut à certains moments lire un texte. Et ensuite, on a comparé. La moitié des étudiants devaient faire un vlog. Un vlog, c'est où on s'enregistre et on fait une vidéo, dans le fond. Au lieu d'écrire un blog, on produit une vidéo. Ou encore 5 minutes pour réétudier le texte. Et devinez ce qui s'est passé. Je ne vous montre pas le pré-test parce que tous les groupes étaient égaux. Donc, un groupe à qui on a dit seulement de réétudier le texte pendant 5 minutes, un groupe où on a demandé d'expliquer le texte à quelqu'un, et un groupe où on a demandé de faire un vlog qu'on appelle pédagogique, parce que le but, c'est d'expliquer quelque chose. Eh bien, on voit très bien que par rapport aux étudiants qui ont seulement étudié, les participants qui ont réalisé le vlog ont mieux retenu, ils ont eu des meilleurs résultats, pas parfaits, mais des meilleurs résultats. Et ils ont aussi mieux retenu, ils ont moins
perdu, hein, où leurs résultats ont moins diminué. Ils ont passé seulement de 48 à 46 pour le vlog. Ce que je trouve particulièrement intéressant pour le supérieur, c'est que il y avait peu de différence ici entre expliquer et faire un vlog. Donc, vous n'avez pas accès à toute la machinerie. Vous voulez faire ce qu'on appelle du low-tech. Hein? La caméra n'a pas semblé avoir un effet très, très important ici. L'expliquer à quelqu'un d'autre pourrait aussi produire des résultats assez similaires. Mais, je vous l'ai dit au début de la présentation, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire le lien avec la classe. Parce que là, on est parti du neurone, mais je veux vraiment vous amener jusqu'à la classe. Est-ce que ce résultat-là est aussi applicable en classe? Et donc, en 2019, ils ont reproduit une étude très, très similaire, mais cette fois-ci sans les conditions de laboratoire contrôlées où on donnait 12 minutes pour le texte, 5 minutes pour le réviser, 5 minutes de vlog. On s'est dit, quand on donne un texte aux étudiants, est-ce qu'on va contrôler à la maison ou dans leur temps libre combien de temps ils vont passer sur le texte? Plus ou moins. Hein? Et c'est plus ou moins productif de le faire ainsi. Donc, cette fois-ci, on a pris 3 groupes. Un groupe à qui on a dit, voici un texte, étudie-le tant que tu veux. Il y aura un quiz. Okay? Un autre groupe où on a dit, étudie le texte et on va te demander de faire un résumé. En fait, lis le texte et produis-nous un résumé du texte. Et finalement, le vlog pédagogique. Hein? Lis le texte et enregistre une vidéo de 5 minutes qui explique ce que tu as compris du texte. Et vous voyez que les résultats sont à nouveau assez intéressants, bien qu'on n'ait pas contrôlé. Les gens pouvaient l'étudier, ils pouvaient passer la fin de semaine, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec le texte. Okay. Et il n'y avait pas de différence, ce n'était pas considéré comme significatif, encore une fois, entre résumé et le vlog. Donc, le vlog est intéressant, et peut-être intéressant pour la postérité, parce que les étudiants ont une trace, une trace plus intéressante peut-être de leurs apprentissages, mais la différence n'était pas significative entre résumé et le vlog. Ce qui est intéressant particulièrement avec cette recherche-là aussi, c'est qu'elle nous montre une façon où tous les étudiants peuvent récupérer en mémoire. Parce que souvent, par exemple, une approche qui est utilisée, si je vous demande quel était le nom donc, du principe qui dit que tous les réseaux de neurones, que les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Pardon? Ebb. OK. Combien ont récupéré en mémoire? OK, c'est quand même bon. Bon, vous êtes vraiment, vraiment disciplinés. Mais il y en a beaucoup probablement qui se sont dit, quelqu'un va le trouver, hein? Quelqu'un va le dire, ça va me le rappeler. Quand on questionne la classe comme ça, quand on va à la pêche, bien, on a au mieux peut-être 50 de la classe qui va tenter de trouver la réponse, alors que quand on demande soit de s'expliquer à un collègue ou encore de créer soi-même un vlog, on s'assure que tous les étudiants peuvent récupérer en mémoire et réactiver leur réseau de neurones. Alors, en synthèse, le principe ou la contrainte cérébrale se résume ainsi. When we think about learning, we typically focus on getting information into students' heads. What if, instead, we focus on getting information out of students' heads? Okay? Donc, c'est une citation de Pooja Agarwal, qui est d'ailleurs un site que je vous recommande fortement, qui s'appelle Retrieval Practice, et qui tente justement de mettre à l'essai différentes méthodes pour récupérer en mémoire en classe. C'est très, très appliqué. Donc, elle a un super blog et site web avec beaucoup de ressources. C'est un moment de pause, bien involontaire de ma part. OK. Donc, contrainte numéro 1. Contrainte numéro 2, maintenant qu'on a moins eu le temps d'aborder ce matin, donc j'aimerais y aller un peu plus en détail, c'est l'espacement. Hein, parce que je viens de vous dire de répéter, mais la deuxième question qui nous vient en tête tout de suite, c'est mais comment je répète? Comment j'organise, comment je planifie dans le temps cette répétition-là? Et c'est fort important, c'est pas trivial du tout. Une première recherche que je vais vous montrer, c'est d'abord quel est l'effet cérébral et ensuite on se transpose vers la classe et vers la psychologie cognitive. Donc, une première recherche sur donc, les corrélats neuronaux de l'effet d'espacement. Qu'est-ce qui arrive quand on donne la chance aux apprenants d'espacer les périodes où ils doivent soit étudier, apprendre, mémoriser? Et là, je vous quiz. Vous avez ici deux groupes. Hein? Chaque colonne est un groupe. Dans un groupe, on a espacé. Dans un groupe, on a regroupé les périodes d'apprentissage. Elles étaient espacées de quelques heures, de quelques minutes, voire 1 heure. Okay? Ce n'étaient pas des gros espacements.
Et j'aimerais que vous pensiez, donc en haut, la première ligne, c'est la première séance, la deuxième, la troisième et la quatrième. Selon vous, la première colonne, est-ce que c'est quand les séances étaient espacées, ou elles étaient regroupées? Je vous laisse quelques secondes pour y penser. Donc, regardez l'activité du cerveau, qu'est-ce qui arrive? C'est pour quelle tâche? Qu'est-ce que Il devait apprendre des mots de vocabulaire. ils devaient les apprendre? Oui. Donc, ils se font scanner pendant qu'ils apprennent? Oui, pendant qu'ils apprennent les mots de vocabulaire. Ouais. Donc, ils devaient apprendre des nouveaux mots de vocabulaire, mais ils se faisaient dire qu'ils devaient les mémoriser pour un examen après les 4 séances. Okay? Donc, vous voyez qu'ici, l'activité cérébrale, je ne vous donne pas tout de suite la réponse, vous n'en faites pas, je vais vous laisser répondre. On voit que l'activité cérébrale commence visiblement à baisser dans la séance 3 et 4 dans un des groupes, alors que dans un des groupes, l'activité cérébrale, elle est maintenue. Est-ce que quelqu'un veut se risquer? Est-ce que c'est le triangle ou le rectangle? Est-ce que dans le triangle, c'est regroupé ou c'est espacé? Regroupé? Bon. On pourrait organiser un débat intéressant là-dessus, mais il y a une réponse, alors non. La réponse est, les périodes ici étaient regroupées à gauche et les périodes étaient espacées. Qu'est-ce qui se passe quand on regroupe les périodes? Il semble avoir un moment où l'activité cérébrale diminue. Et qu'est-ce que ça veut dire quand l'activité cérébrale diminue au niveau neuronal? Il y a moins de connexion, il y a moins d'activité, donc moins de possibilités de connecter les neurones. Donc. Alors que quand les périodes sont espacées, et comme je vous disais, c'était entre 20 et 1 heure, l'espacement entre les périodes, bien, on voit que l'activité du cerveau, surtout dans des régions très, très importantes pour l'encodage, pour l'apprentissage de nouveaux concepts, par exemple, ou de nouvelles informations, on voit que l'activité, elle est maintenue dans le temps. Et on peut supposer donc qu'il y a eu davantage de connexion, davantage d'activation. Donc, c'est vraiment une stratégie qui est à favoriser. Et ce que moi, je trouve fascinant, c'est qu'à l'œil, si vous aviez été dans la salle de contrôle, en train de regarder les participants, vous n'auriez jamais pu savoir que certains d'entre eux, l'activité cérébrale diminuait. Et certains d'entre eux, l'activité cérébrale était maintenue. Ils avaient tous l'air de faire un effort similaire. Et les participants avaient tous des profils similaires. Donc, quand vous regardez vos étudiants, parfois, c'est extrêmement difficile. Vous avez l'impression qu'ils sont en train d'étudier, que tout se passe bien, qu'ils travaillent fort. Mais si vous n'espacez pas, vous pouvez vous attendre à ce qu'à un certain moment, et peut-être que là, vous en êtes rendu là dans votre écoute de la conférence, j'espère pas, mais il y a des chances. Donc, que vous êtes désengagé, que vous êtes en train de ne plus encoder, de ne plus apprendre. Et si on regarde donc en détail, bien, on voit très bien les périodes regroupées en rouge. On voit que ça diminue jusqu'à devenir pratiquement négatif. Et ensuite, on voit très bien qu'en bleu, les périodes espacées, l'activité est maintenue. Il n'y a pas de différence significative entre les différentes périodes. Donc, l'espacement, comment je le comprends et je le réfléchis avec vous? Bien, c'est l'activité cérébrale, elle est mieux maintenue lors d'épisodes espacés. Et donc, pour mieux apprendre, bien, les réseaux de neurones doivent être activés de manière espacée. Et pour ça, on va voir 3 stratégies. Soit distribuer l'apprentissage dans le temps, qui est la plus évidente, augmenter l'espacement et entrelacer. C'est une nouvelle stratégie qui a été avancée dans la recherche il y a à peu près 4-5 ans, qui est très, très intéressante, surtout quand on n'a pas le choix de son horaire. Okay? Donc, je vais en parler avec vous. Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu'espacer, ça favorise l'activité cérébrale et aussi l'apprentissage. La première, c'est la plus évidente, c'est quand on distribue dans le temps, qu'est-ce qui arrive? Si je vous donne un cours de 30 minutes à chaque matin, par exemple, vous apprenez le piano, comme ces participants, je vous donne un cours à chaque matin, ou plutôt je vous donne un cours toute l'après-midi, le mercredi. C'est quoi la différence la plus évidente? La non-fatigue, tout à fait. Et non-fatigue vient surtout du sommeil. J'introduis tout d'un coup des nuits entre les périodes d'apprentissage. Et c'est une des recherches qui a le mieux exprimé ou qui a le mieux observé cet effet-là. On a appris à des participants à jouer avec leur main gauche au piano. C'était des non-pianistes, tous. Et qu'est-ce qu'on observe? En fait, avant la sieste, parce que dans cette recherche-là, on leur a fait apprendre une séquence au piano, avant et ensuite, on leur a demandé de dormir et après la sieste, on a mesuré leur performance. Et ce qu'on remarque, c'est que les 2 mélodies
était apprise à peu près 75 % avant la sieste. Et après la sieste, qu'est-ce qui s'est passé? Une illumination. Ce sont devenus des prodiges. On a remarqué une augmentation des 2 mélodies. Mais est-ce que vous trouvez quelque chose d'intriguant dans ces 2 mélodies-là, en comparant leur augmentation? Elles sont égales? Inégales. Donc, la mélodie en bleu par rapport à la mélodie en rouge, est-ce qu'elle a été mieux apprise ou moins bien apprise? Mieux apprise, hein? Pourtant, les mélodies étaient également complexes. Ça avait été vérifié par des musiciens professionnels et tout. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer? C'est des chercheurs un peu hors normes. Ils se sont dit, nous, on est convaincus que le sommeil a un effet, puis on est convaincus que pendant le sommeil, il se passe quelque chose. Les réseaux se consolident. Mais comment est-ce qu'ils se consolident? Nous, on pense qu'ils se réactivent. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont introduit une variable. Ils ont fait entendre la mélodie bleue aux participants, mais pas très fort, tout doux, pour ne pas réveiller les participants. Parce que quand tu réveilles un participant, ça coûte cher. Il faut jeter ça à la poubelle, ces données-là, vous le savez. Donc, une mélodie toute douce, mais ils l'ont fait réentendre, alors que pour la mélodie non réentendue, bien, on a une augmentation qui est moins marquée. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire entendre... Il faudrait que vous écoutiez la conférence cette nuit pour bien l'assimiler? Non, mais c'est une démonstration expérimentale que la réactivation, même inconsciente et même en état de sommeil, permet d'apprendre davantage. Et ça s'est observé à l'électroencéphalographie. Donc, vous avez peut-être vu ça, ces casques-là avec 32 jusqu'à 164 électrodes et tout. On voit que le cortex prémoteur, celui qui encode les séquences, donc la zone en rouge, est davantage activée pendant qu'on entend la séquence. Et vous savez que le cortex prémoteur droit contrôle le côté gauche. Hein? Et c'était avec la main gauche que la mélodie était apprise. Donc, les chercheurs y ont vu ici une démonstration empirique que quand c'est réactivé, on apprend davantage et ça respecte donc le principe de Hebb. Et l'idée ici, c'est de dire que l'espacement le plus bête qu'on peut faire, c'est de laisser une nuit de sommeil se faire entre les périodes d'apprentissage. L'espacement, donc, le plus évident. Maintenant, une autre recherche. Un exemple plus près de l'enseignement supérieur, donc des mots. Et on a eu beaucoup de plaisir ce matin à comprendre ce design de recherche-là. Donc, supposons qu'on a 20 contenus d'apprentissage à faire apprendre. On peut choisir de les faire apprendre on les divise, on a 40 contenus d'apprentissage. Les 20 premiers, on les apprend de manière espacée. Et les 20 derniers, de 21 à 40, on les apprend de manière regroupée. Alors, pendant la première séance, on va répéter seulement 2 fois les contenus espacés parce qu'on va les revoir pendant la semaine. C'était donc environ une semaine, 24 heures entre les périodes, alors que les contenus regroupés, bien, eux, ils étaient vus une seule fois, mais 8 fois. Des questions sur le design. Les nouveaux arrivés, je suis avec vous. Okay? Donc, l'idée, c'est de voir 8 fois chacun des contenus, mais soit 2 fois chaque jour ou encore chacun 8 fois. Une seule fois. Et ensuite, on a bien sûr testé les participants. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Bien, c'est qu'il y avait une différence très nette et très importante entre les contenus espacés et les contenus regroupés, hein, tel qu'on peut l'attendre. Mais ce qui était surprenant dans cette recherche-là et que j'aimerais aborder un peu plus en profondeur cet après-midi par rapport à ce matin, c'est la perception des étudiants. Je reviens sur ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Sans l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, on ne saurait pas aujourd'hui que le cerveau se désengage quand on fait de l'apprentissage de manière regroupée, hein, parce que l'étudiant a l'air de travailler fort. Il peut être en train de lire le texte, il peut être en train de prendre des notes même. Donc, les étudiants ont perçu l'apprentissage massé comme étant plus efficace. Ils ont dit, moi, j'ai beaucoup mieux appris les cartes 21 à 40, donc celles qui étaient en bas, celles qui étaient regroupées, par rapport à seulement donc, 29 % des étudiants qui ont perçu avoir mieux appris pendant les périodes espacées. Et là, je vous pose la question que je n'ai pas posée ce matin. Pourquoi les étudiants ont perçu que c'était plus facile ou plus performant ou plus efficace avec les périodes regroupées? Étudier tout dans une soirée. Oui? Intéressant. Effectivement, c'est une technique ou une approche qu'ils reconnaissent. Ils se sentent familiers dans la souffrance de tout étudier en même temps. Oui? Après la fin d'une période massée, ils ont l'impression de mieux comprendre puisqu'ils ont beaucoup étudié la notion, alors que quand on le fait de manière séquentielle, à chaque fois, ils n'ont pas l'impression d'avoir tout retenu.
Oui, et ils ont raison. Ils ont raison, parce que juste après la première période, effectivement, ils connaissaient mieux ceux qui étaient massés. Donc, ils ont eu moins de répétitions à la fois, donc l'impression de moins retenir, tout à fait, ou de moins comprendre. Autre... oui? Ils ne sont pas rendus compte qu'ils vous avaient pas bien compris. Alors, quand on le fait plusieurs fois, on a plusieurs fois l'occasion de se rendre compte qu'on a... Ah, donc c'était décourageant quand on le fait plusieurs fois? Il y a un côté décourageant, mais il y a un côté où on est plus lucide. Oui. OK, c'est bon. Pour moi, c'était plutôt qu'il y a eu plus d'aller-retour. C'est-à-dire qu'il y a eu plus d'aller-retour de est-ce que j'ai compris? Ah non, ça j'ai pas compris. Est-ce que j'ai compris? Et ça j'ai pas encore compris. Alors que finalement, si on le fait en une seule fois, tout ce qu'on n'a pas compris, on n'a pas encore eu l'occasion de voir qu'on l'a pas compris. Ah, c'est bien dit. Merci, Julien. Donc, effectivement, je reviens. Effectivement, quand on apprend de manière massée, on n'a pas la chance de vivre cette difficulté-là, hein, d'aller le récupérer en mémoire. On n'a pas eu à le faire puisque c'est dans notre mémoire de travail, comme Christian le disait hier. Hein. Ça reste en mémoire de travail. On a l'impression qu'on le connaît, mais on confond rétention et mémoire de travail. Hein. On confond le fait de l'avoir appris pour le retenir versus le fait de le savoir sur le champ. Oui. Entre chaque répétition, on dort aussi. On dort aussi? On dort. Oui, Donc, du coup, ça permet à chaque fois de mieux entrer. tout à fait. Savoir. Alors, quand on fait 8 fois d'un coup, Tout à fait. Mais pourquoi les étudiants qui dorment entre les séances pensent qu'ils n'ont pas aussi bien retenu? Parce qu'ils n'ont pas écouté la conférence, mais là, maintenant, elle sera en ligne, vous pourrez leur faire entendre. OK? Tout à fait. D'autres remarques avant que je continue? Oui? Peut-être parce que l'activité cérébrale diminue au fur et à mesure qu'ils sont dans un mode regroupé. Oui. Le fait qu'ils soient moins engagés, c'est qu'ils ont le sentiment d'avoir besoin de faire moins d'efforts pour arriver au même résultat. Possible, tout à fait possible, effectivement. Effectivement, après avoir vu 8 fois la carte avec le mot et sa définition, on a cette fausse impression-là de facilité. Hein, tout à fait. Oui? Je pense que s'ils le font 8 fois, de toutes les façons, à la fin, ils savent qu'ils l'ont su. Mm-hmm. Tandis que s'ils le font plusieurs fois, c'est qu'à la fin qu'ils savent qu'ils l'ont su. Donc, qu'ils le savent peut-être. Oui. Ils ont eu le doute sur le fait qu'ils y arriveraient. Alors qu'en une seule fois, à chaque fois, c'est bon, ça je le sais, je peux passer à autre chose. Ça je le sais, je peux passer à autre chose. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous vous reconnaissez quand vous étiez apprenant ou encore dans des façons d'organiser les contenus d'apprentissage? Hein? C'est ce qui est le plus souvent utilisé. Hein? On fait un chapitre, on termine un module, on fait les exercices et c'est terminé. Hein? On a l'impression, je l'ai compris, et on révise quelques mois ou quelques semaines plus tard pour l'examen. Donc, c'est très, très répandu. Et probablement que c'est très répandu, notamment parce que c'est pratique. Hein? On a l'impression, je termine mon module sur l'électricité, je passe à autre chose. Et c'est pratique, on n'a plus besoin nous-mêmes d'y retourner pour l'enseigner. Parce que s'il faut enseigner de manière espacée, il faut nous-mêmes aussi se souvenir. Hein? Parce que quand on prépare nos cours, ça veut dire qu'il faudrait se récupérer en mémoire du contenu il y a quelques semaines. Mais aussi possiblement parce que c'est perçu comme facile. Alors, c'est utilisé et par les enseignants et par les étudiants dans leur planification d'études. Alors, typiquement, ce qui se passe. Ici, on a donc le temps qui s'écoule, à peu près 1 mois, donc 10 000 minutes, mais en fait, 15 000, pardon. On a quoi? Ah, l'échelle est... Oui, est logarithmique. Donc, mais ça arrive environ à 1 mois, 28 jours. Et on a l'exactitude. Ça, c'est la loi de l'oubli. Donc, qu'est-ce qui arrive typiquement? On apprend, on arrive à reconnaître à peu près 60 % des informations qu'on a apprises. Et rapidement, notre exactitude diminue. Très, 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 très rapidement. Puis ensuite, ça va se stabiliser. On va retenir une certaine connaissance qui va ensuite, donc l'oubli va tranquillement s'atténuer, la vitesse de l'oubli. Alors, typiquement, on voit un contenu en classe et disons qu'on est évalué 1 mois plus tard. Bien, les étudiants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont paniquer quelques jours avant l'examen et ils vont tenter de reprendre les contenus, de réétudier et espérer, j'espère que, je ne sais pas c'est quoi la note de passage ici, 10 sur 20? Bon, celui-là ne serait pas arrivé à 10 sur 20, là, à 0,5. Mais donc, ils espèrent reprendre, mais ils sont en train de faire un effort monumental ici, parce qu'ils ont presque tout oublié. Alors que s'ils avaient espacé et qu'ils avaient repris l'étude après même 10 jours, ils auraient eu moins d'efforts à faire pour se rendre à la note de passage. Je vais vous montrer ça abondamment dans les prochaines minutes. Donc, si on résume, quand on regroupe, on voit une fois, on a un très grand bénéfice, un très grand apprentissage, mais rapidement, dans les jours, dans les heures qui viennent, on oublie. Et si on attend trop longtemps, on va avoir un oubli de presque 100 %. Alors que si on espace, le scénario est le suivant.
On apprend moins, c'est vrai, la première fois. On voit juste la carte 2 fois. Donc, je reviens dans la première recherche. Par contre, on va attendre moins longtemps avant de reprendre l'apprentissage. Et au final, pour à peu près le même niveau d'études ou d'effort, on va avoir non seulement appris un peu plus. Vous voyez que la ligne bleue, la dernière flèche bleue, pardon, termine un peu plus haut que la flèche rouge. Mais on va avoir aussi oublié moins. Donc, on est gagnant dans les deux sens. Oui. Est-ce que la valeur limite, entre guillemets, c'est-à-dire est-ce qu'à la fin, très longtemps après, on a retenu la même chose ou moins? Et si on continuait dans le temps, on va avoir, un jour, ça va devenir équivalent, bien sûr, sauf qu'on va avoir on oublie moins, donc la courbe va être beaucoup moins prononcée en bleu. Effectivement, on a un meilleur taux de rétention à long terme. Effectivement. Donc, on apprend plus, on oublie moins. Est-ce que vous avez déjà rencontré un étudiant qui a bien performé à un examen, mais qui dit « Moi, j'ai tout oublié le lendemain. » Hein? Voilà. Donc, c'est ce qui se passe aussi quand on étudie. On peut arriver à performer à l'examen, mais qu'est-ce qui va nous rester quand on va passer un concours ou quand on va passer à une entrevue pour un emploi, un entretien d'embauche? Hein? Il faut leur dire. Je pense que les étudiants ont le droit de savoir ça. Okay? Le droit de savoir du moins dans quoi ils s'embarquent. S'ils veulent étudier de manière regroupée, qu'ils le sachent. Hein? Ils ne sont pas en train d'étudier à long terme. Ils s'en souviendront beaucoup moins pour des moments importants de leur carrière notamment. Donc, si je résume l'effet d'espacement pour ceux qui veulent le comprendre conceptuellement, c'est un type de compromis entre le renforcement, ce qui est la contrainte numéro 1, hein, qu'il faut constamment activer les réseaux de neurones. Mais on ne peut pas constamment les activer, les réseaux de neurones, parce qu'on a vu que l'activité cérébrale, après un certain seuil, va diminuer et on va arrêter de les activer. Donc, et les mécanismes de rétention. Hein, compromis entre les mécanismes de renforcement, le principe de Hebb, et les mécanismes de rétention. Et ce compromis-là va toujours être imparfait, mais je vais essayer de vous montrer une façon de l'optimiser. Oh! Dommage. Ceux qui sont intéressés par les mécanismes, bien, quand on espace de plusieurs jours, ce qui se passe, c'est une réactivation. Pendant la nuit, nos réseaux de neurones se réactivent. Souvent, je présente de manière caricaturée en disant que c'est une étude gratuite. Quand on dort sur un apprentissage de la journée, bien, on réactive sans le savoir, sans effort. Donc, c'est une période d'étude gratuite. Quand on espace de quelques heures, on a une meilleure transcription de protéines. Quand on espace de quelques minutes, un remplacement des récepteurs des neurotransmetteurs. Et quand on espace même de quelques secondes, on voit une augmentation de la respiration cellulaire dans l'hippocampe, une région très importante pour l'encodage. Donc, ce mécanisme-là est connu, mais à différentes échelles. Ce n'est pas que dormir. Même prendre une pause de quelques minutes peut aider. Et là, je pense à Tony qui n'aime pas prendre des pauses, surtout quand il corrige. Mais ça, c'est bien sûr quand on est en situation d'apprentissage. On n'est pas obligé de prendre des pauses tout le temps. Maintenant, comment distribuer? Il me reste quelques minutes. J'espère avoir le temps de vous donner... Oui, j'aurai le temps. Donc, typiquement, ce qu'on pense quand on espace, c'est bien, on fait l'activité A, on laisse du temps passer, idéalement une nuit. On fait l'activité B, on laisse du temps passer et on réactive avec une activité C. Est-ce que c'est toujours possible de faire ça quand on a un horaire qui est imposé par la présidence ou l'institution? Ce n'est pas toujours possible. On ne peut pas dire aux étudiants, on se revoit demain. On a un horaire très fixe. Donc, je vais vous proposer un espacement assez optimal ou le plus optimal possible. Bon, d'abord, l'espacement le plus optimal, je le répète, c'est l'espacement de 24 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a une nuit qui s'impose. Donc, soit un enseignement regroupé ici à gauche, un espacement de 12 heures la même journée, ça génère un peu plus de taux de rétention. S'il y a 12 heures, mais avec une nuit entre les deux, c'est encore mieux, mais 24 heures, ça va encore mieux. Donc, avoir une nuit, c'est toujours mieux. Il est préférable d'avoir une nuit de sommeil et donc d'étudier, de dormir et d'aller à son examen. Quoique si on n'est pas capable de se réveiller, on n'est pas mieux. Donc, peut-être que ça dépend des individus. Okay. Mais est-ce que l'espacement doit toujours être le même? Est-ce que c'est toujours une journée? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, répéter tous les contenus à chaque jour? Bien, je vous rassure, non. Okay? Si on veut se souvenir d'un contenu, par exemple, à la fin d'un semestre ou à la fin d'une année scolaire, ce n'est pas nécessaire de répéter à chaque jour, et cette étude-là le montre. On a demandé à des participants de se préparer à un test qui avait lieu 6 mois plus tard, donc environ 168 jours, environ 6 mois, une moitié d'année, un peu moins. Dans certains cas, on a espacé
nullement. Hein, donc, quand on espace nullement, qu'est-ce qui arrive? Bien, on a un taux de rétention ici là, de 10-20 %. Les carrés et les triangles, ça représente soit des faits ou soit des concepts. Okay? C'était juste pour voir si ça faisait une différence, si on apprenait des faits ou des concepts. Et qu'est-ce qu'on remarque? Si on espace de 7 jours, on apprend un peu mieux. Mais si on espace de 28 jours, c'est optimal. Le taux de rétention est le meilleur. Donc, réviser à chaque mois pour un examen qui a lieu dans 6 mois, c'est optimal. Réviser à chaque jour, ce n'est pas une bonne idée. Okay? Espacer d'une journée. Et on voit que l'espacement augmente plus le temps, le délai entre l'étude et le test est grand. Hein? Donc, si on veut la ligne tout en haut avec le 1, donc c'est pour un test dans 7 jours, bien, réviser à chaque jour, dans ce cas-là, c'est une bonne idée pour un test dans 7 jours. Mais pour un test dans 35 jours, c'est préférable d'aller plus vers 5 à 6 jours. Et ça augmente comme ça. Pas parfaitement, mais ça augmente. Et si on le schématise, si on regarde, bien, on compare ici en bleu, espacé de manière régulière. Parce que je viens de vous dire qu'il faut augmenter l'espacement. Excusez-moi, je vais vite parce que je voudrais terminer là-dessus. Augmenter l'espace. On dit que pour un test, plus le test est loin, plus il faut espacer. Mais non seulement ça, il faudrait espacer progressivement. Il ne faudrait pas espacer régulièrement. Je vous montre la courbe en bleu. En bleu, c'est l'espacement, mais régulier. Hein? On va réviser à chaque 10 jours, ou à peu près. Alors qu'en rouge, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'abord d'espacer le lendemain matin. Donc, on apprend, et le lendemain, une journée plus tard, on espace, donc on réapprend. Et là, on va espacer un peu plus. On va laisser passer 1 semaine, ensuite 2 semaines, et éventuellement, on peut laisser passer jusqu'à 1 mois, tout dépendant du délai avec le test. Eh bien, si vous regardez le graphique suivant, à n'importe quel moment, un étudiant, bien sûr, qui utilise une bonne stratégie, quand il espace progressivement, il performerait mieux un test. Hein? La ligne rouge est toujours au-dessus de la ligne bleue, sauf bien sûr pour les flèches, parce que c'est les moments où on est en train d'apprendre. Okay? Donc, la règle, c'est de dire, idéalement, une période de 24 heures, ajuster l'espacement en fonction du délai entre l'étude et le test, ou entre le moment présent et le test. Si le test est dans 6 mois, il faudrait étudier à chaque mois, se rappeler ces contenus-là à chaque mois. Si le test est dans 1 semaine, environ à chaque jour ou à chaque 2 jours. Okay? Et donc, il y a plusieurs effets en jeu. Pardon, je termine, je n'ai pas terminé. Et idéalement, augmenter, et c'est mathématique, hein, on le voit, c'est parce qu'on veut profiter de la courbe d'oubli le mieux possible, donc augmenter progressivement l'espacement pour utiliser de façon optimale ce compromis-là entre l'oubli, hein, entre les mécanismes de consolidation et de renforcement. Donc, je pense que le temps est écoulé. Est-ce qu'il y a ceux qui veulent rester, il me restait 5 minutes ou à peu près, je peux terminer. Sinon, ça résume très, très bien le propos. Est-ce qu'il y avait des questions? Là, sur le graphique, là, à la fin, on arrive à la même chose, non? On arrive un peu plus haut. Un peu plus haut et effectivement avec moins d'efforts. Ouais. Avec le même nombre de répétitions. Ouais. Oui, mais c'est significatif à 84 jours, non? C'est considéré, oui, comme significatif. Ce n'est pas nécessairement ce qui peut faire la différence entre un étudiant en échec et un étudiant qui réussit, mais l'important, c'est surtout que si, par exemple, je teste au jour, disons que je teste au jour 7, les 2 étudiants, on voit une énorme différence. Hein? Exactement. C'est surtout important dans la première partie du délai. Oui. Exact. Ici, on a donné le scénario où quelqu'un se prépare pour un test et ensuite laisse complètement tomber. Exactement, son apprentissage. C'est ça le scénario. Oui, Julien? Typiquement, les espacements, là, ils sont comment? Le premier, c'est 1 jour, après, c'est... Oui, exactement. Typiquement, en fait, en bleu, c'est environ à chaque 10 jours. OK? Et en rouge, on a commencé par... Et en fait, je peux montrer la prochaine diapo, ça sera beaucoup plus clair, si tu me permets, parce que ça a été modélisé. Donc, l'espacement, le cerveau est plus activé. Quand on dort, c'est réactivé et on augmente progressivement l'espacement pour faire ce compromis-là que je vous disais entre renforcement et consolidation. Donc, l'idée ici, c'est de montrer... attendez, je vais vous le montrer ici. Voilà. L'idée, c'est toujours, quand on espace progressivement, d'attendre juste assez pour avoir un peu oublié pour que ça soit bénéfique.
et aussi pour être sûr que le cerveau continue d'être activé, mais en même temps, pas attendre d'avoir trop oublié pour devoir recommencer complètement. Donc, ici, c'est un modèle qui a été développé par Martin Riopel. L'idée, c'est, en tant qu'enseignant, d'une manière pratique, ce qui serait intéressant, c'est de proposer à vos étudiants, bien, si vous voulez garder toujours votre niveau de rétention au niveau d'un certain seuil, disons 70 de la matière, 70 des contenus ou des définitions, bien, l'idéal, ce serait quoi? Ce serait d'apprendre. D'abord, ici, c'est comme s'il y avait une flèche. On apprend, on dépasse un peu notre seuil. Un jour plus tard, donc +1, on réactive, on espace donc. Mais juste avant de descendre trop bas en dessous de notre seuil de 70 4 jours plus tard, on réactive. La même chose, après 4 jours, on a donc une courbe de l'oubli qui est moins prononcée, de moins en moins prononcée. On n'a pas besoin de réactiver avant le jour 9, et etc., jusqu'au jour 16. Okay? Et ça, c'est une règle qui n'est pas absolue, mais qui vous donne une idée de planification. Donc, c'est les nombres naturels au carré, finalement. C'est facile à retenir. Et donc, l'espacement progressif pour entretenir la réussite, c'est une approche que vous pourriez avoir. Okay? Et il y a différentes applications. Et la dernière chose que je voulais vous montrer ce soir, c'est l'aspect pratique de l'espacement. Comme je vous disais, si votre institution vous donne un bloc horaire, comment vous faites pour espacer? Bien sûr, il y a des éléments de contenu qui ne s'espacent pas. Parfois, un objectif est préalable à un autre. Hein? On ne peut pas nécessairement tout intercaler. Mais ça ici, c'est possible. Par contre, ça s'appelle l'entrelacement. Et voici ce qu'ils ont fait dans cette recherche-là. Ils ont donné 12 problèmes. C'était il fallait apprendre à calculer la pente d'une droite et à calculer l'ordonnée à l'origine. Donc, c'était du travail sur les graphiques. Et à un groupe, on a fait de l'entrelacement. En fait, commençons par ici. À un groupe, on a dit, ce soir, en devoir, ou disons cette semaine, vous faites 12 problèmes de graphiques, puisqu'on vient de voir les graphiques, les calculs de pente et tout. C'était sur 88 jours, donc c'est environ par semaine. Okay? Un peu moins que des semaines, les différentes colonnes. Alors que dans un autre groupe, tout ce qu'on a fait, on a demandé, la première semaine, vous faites 4 problèmes. Puis ensuite, on a divisé les 12 autres problèmes sur différents moments. Par exemple, ils n'ont rien fait la deuxième semaine, mais la troisième semaine, ils ont fait un autre problème de graphique. La quatrième, ils en ont fait un autre. La cinquième, un. La sixième, un. Septième, un. Huitième, un. Neuvième, un autre problème. Et 10e. Donc, ils n'ont pas rien changé dans leur enseignement. Ils ont juste fait en sorte que les devoirs qu'ils ont donnés ou les travaux qu'ils ont donnés à faire à la maison aux étudiants étaient ce qu'on appelle entrelacés. Parce que vous voyez très bien que à la première semaine, les étudiants ont fait les 4 problèmes sur les graphiques, mais ils ont aussi fait 8 autres problèmes qui venaient de différents autres objectifs d'apprentissage. C'est ce qu'on appelle l'entrelacement. Et ce qui est intéressant avec cette technique-là, c'est qu'elle génère des meilleurs apprentissages et un meilleur taux de rétention, à la fois pour un test qui a lieu le lendemain, mais aussi pour un test qui a lieu dans un mois. Donc, les effets sont observés à court et à long terme. Et ce qui est avancé, c'est que quand on fait de l'entrelacement, en fait, on prépare l'étudiant encore mieux à l'examen. Parce qu'à l'examen, qu'est-ce qu'il aura à faire? À sauter d'une stratégie à l'autre. Hein? Un devoir qui porte tout sur la même stratégie, on peut penser que c'est comme du regroupement, finalement. C'est comme faire des périodes regroupées, alors que quand on propose des devoirs entrelacés, bien, on produit non seulement un espacement, mais on prépare les étudiants à récupérer différentes stratégies à différents moments. Donc, le deuxième principe se résume par « I forget something new every day ». En fait, c'est un peu déprimant. Je suis désolée, on termine là-dessus. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous voir et de discuter avec vous. Voilà. Et merci de votre patience pour la fin. Ceux qui aimeraient soumettre, rapidement, j'avais oublié de le mentionner, ceux qui aimeraient, dans leurs expérimentations pédagogiques, traiter d'un principe didactique inspiré des neurosciences, on prépare un numéro spécial. Je collabore à une revue qui s'appelle Neuroéducation. Elle est bilingue, elle est référencée, elle est open access. Et on prépare un numéro spécial en 2021 sur expérimenter en classe, aller-retour entre neuroéducation et l'enseignement. Alors, ça peut être une possibilité de publication. C'est une revue qui est, comme je disais, open access, alors qui est qui favorise le partage de connaissances entre chercheurs, mais aussi praticiens. Alors, elle a une mission très, très précise qui s'enligne, en fait, très bien avec le projet. Alors, c'est ma poutine. On appelle ça une poutine, mais c'est mon encart publicitaire pour la soirée. Voilà.